De votre présence. Nous poursuivons ce matin nos travaux de notre commission d'enquête avec l'audition de M. Antoine Pellion, qui est secrétaire général à la planification écologique. Monsieur le secrétaire général, vous occupez ce poste depuis sa création, le 7 juillet 2022. Auparavant, vous étiez en charge des questions d'énergie et d'environnement auprès du Premier ministre et vous étiez conseiller environnement, énergie et transport à l'Élysée de 2017 à 2019. Enfin, vous êtes ingénieur du corps des mines. La création du secrétariat général à la planification écologique prend son origine dans l'une des annonces de campagne du candidat Emmanuel Macron de renforcer la planification écologique afin notamment d'atteindre les objectifs de gains énergétiques et de réduction des gaz à effet de serre. Ces attributions, décrites dans le décret du 7 juillet 2022, comprennent notamment la coordination de l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire, en s'assurant du respect des engagements européens et internationaux de la France. Le contrôle de la cohérence de l'ensemble des politiques publiques avec les stratégies mentionnées. Et enfin, il veille à la mise en œuvre de ces stratégies par l'ensemble des ministères concernés et à leur déclinaison en plan d'action. Toutefois, le secrétariat général à la planification écologique n'est pas la seule instance de coordination et planification en matière d'écologie. Il existe également un haut commissariat au plan et un commissariat général au développement durable. Pour le sujet qui nous intéresse, il y a également un coordinateur interministériel du plan de rénovation énergétique des bâtiments, M. Simon Hufetot, que nous avons d'ailleurs déjà auditionné dans le cadre de notre commission d'enquête. La répartition des missions et des attributions entre ces différentes fonctions peut donc être difficile à démêler. Ma première question porte sur vos attributions. Quel est le rôle exact du secrétariat général à la planification écologique en matière de coordination et de planification de la politique de rénovation énergétique des bâtiments? Comment vous répartissez-vous les missions avec le coordinateur interministériel du plan de rénovation énergétique des bâtiments? Avez-vous des instances de concertation? Sur le fond, votre fonction présente une dimension stratégique dans le contexte de l'élaboration de la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Un document du secrétariat général à la planification écologique publié dans la presse indique que l'atteinte des objectifs européens d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, c'est-à-dire une diminution de 55% des émissions par rapport à 1990, supposerait un effort cumulé de 190 millions de tonnes de CO2 à cet horizon. Le secteur du logement résidentiel devrait diminuer ses émissions de 27 millions de tonnes de CO2, dont 17 millions par le remplacement des chaudières fioul et gaz et 10 millions par la rénovation et la sobriété résidentielle. Pouvez-vous détailler comment ces chiffres ont été déterminés et quelles sont leurs implications sur la politique de rénovation énergétique des logements? À l'heure actuelle, les politiques de rénovation énergétique ont surtout connu un succès pour le premier aspect, le remplacement des chaudières. Le dispositif de base de MaPrimeRénov', qui représente près de 2,5 milliards d'euros en 2023, finance en grande majorité des changements de système de chauffage. Or, l'installation d'une pompe à chaleur, sans avoir réalisé les travaux d'isolation nécessaires, peut avoir des effets contre-productifs en termes de gains énergétiques. Dès lors, estimez-vous que l'équilibre entre les mesures visant au changement de système de chauffage et celles privilégiant l'isolation des bâtiments est satisfaisant? Comment peut-on l'améliorer? Voilà déjà mes quelques premières questions. Mais avant de vous laisser la parole pour répondre à ces questions et pour un propos introductif
une quinzaine de minutes. Il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Voilà, donc je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Donc, Monsieur le Secrétaire général, je vous laisse la parole et ensuite notre rapporteur vous posera un certain nombre de questions ainsi que nos collègues qui sont membres de la commission d'enquête. Merci, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci pour cette audition que je pense importante, parce que le sujet de la rénovation des bâtiments en général et des logements en particulier est très structurante dans notre politique de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Permettez-moi peut-être juste de prendre un tout petit pas de recul sur le sujet de la planification écologique et ce que fait le secrétariat général. On a, du coup, derrière le terme de planification écologique, on cherche à la fois à traiter des sujets de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des sujets d'adaptation au changement climatique, des sujets aussi relatifs à la protection de la biodiversité, à l'économie de nos ressources durables, donc économie circulaire, mais aussi des préoccupations sur la disponibilité en matière de lithium, de cuivre, de matériaux qui sont stratégiques et importants pour notre souveraineté, et puis aussi des préoccupations de santé-environnement. Quand on parle de pollution atmosphérique, par exemple, il y a un nombre de facteurs importants qui sont liés à des enjeux environnementaux. Et donc ces 5 enjeux, donc la baisse des émissions, l'adaptation, la biodiversité, l'économie circulaire et santé-environnement, nous amènent du coup à avoir une vision très transversale sur un très grand nombre de politiques publiques en matière, bien sûr, de logement, et c'est le cœur de la discussion aujourd'hui, mais aussi en matière de transport, par exemple, d'industrie ou encore d'agriculture ou de production d'énergie. Donc les travaux que nous menons, alors ils sont, vous l'avez souligné, le secrétariat général a été installé récemment et nous sommes pour l'instant une petite équipe, parce que nous sommes en tout 15 personnes. Nous avons du coup en train de renforcer, puisqu'il y a 10 recrutements qui sont en train d'être ouverts en supplément. Mais donc du coup, on travaille aussi à hauteur de ces 15 personnes. On a beaucoup concentré nos travaux dans un premier temps sur les questions de gaz à effet de serre et de gestion de ressources, notamment d'eau. Donc là, je ne reviens pas parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça a été un travail important du secrétaire général au cours des premiers mois de l'année de travailler sur ce qu'ont été les annonces du président sur la question de la gestion de l'eau. Et en matière de gaz à effet de serre, et je vous transmettrai aussi le document qui avait fuité, donc comme ça vous aurez la source, l'origine sur les différents chiffres qui ont pu être évoqués. Mais le travail qui a été fait, qui est en cours là, est de dire nous avons un engagement européen et français de baisser nos émissions de gaz à effet de serre de moins 55% en net, donc net des puits de carbone à l'horizon 2030. Qu'est-ce que cela veut dire pour la France concrètement et comment, ça veut dire, en termes d'actions concrètes, de leviers concrets, quels sont ces leviers à mobiliser pour pouvoir sécuriser l'atteinte de cet objectif. Par rapport à la situation actuelle, nous avons émis l'année dernière 408 millions de tonnes de CO2 par an. Baisser du coup les moins 55% nets, c'est moins 50% en émissions brutes, et c'est accroître aussi le puits de carbone, nos forêts, nos sols, etc., pour atteindre ensuite le moins 55 en net. Donc on a un effort important à faire de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez cité le chiffre de 190 millions de tonnes. Lui, il accumule à la fois les baisses d'émissions et les augmentations du puits de carbone. Et donc chaque secteur, et ça vous le verrez dans le document que je vous retransmettrai, la marche à franchir entre les émissions actuelles et puis ce que doivent être les émissions en 2030, elle est extrêmement importante dans tous les secteurs. Donc pour avoir une politique qui est cohérente, et c'est ça le rôle du secrétariat général, c'est de mettre en cohérence ce qui est prévu dans chacun des secteurs, vérifier que les actions engagées, elles sont entre guillemets à la hauteur, c'est-à-dire qu'elles permettent d'atteindre ces objectifs de moins 50% d'émissions brutes en 2030, et surtout de vérifier que nous sommes cohérents dans ce que l'on dit dans les différents secteurs, et donc chacun fait sa part, et qu'en termes de bouclage physique, alors je vais parler par exemple de matériaux, mais je vais parler aussi de quantité d'électricité disponible, de biomasse disponible, en termes d'usage des sols, etc., que ce que l'on dit dans chacun des segments est cohérent et qu'on s'en donne les moyens. Donc, la politique de rénovation énergétique est l'un des aspects.
Moi, dans mon équipe, je n'ai pas une personne qui est dédiée uniquement à cela, puisque du coup, les personnes sont plutôt, ont des casquettes un petit peu plus larges. Et donc, l'articulation, et notamment avec le délégué interministériel à la rénovation énergétique, se fait assez naturellement. C'est-à-dire que nous, on vérifie que dans la répartition de l'effort de chacun des secteurs, la rénovation énergétique fait bien sa part, au même titre que les autres. On regarde, et notamment on est les garants de l'ensemble des politiques proposées en matière de rénovation, on va y revenir, rénovation performante, en termes de changement de vecteur de chauffage, en termes, elle est suffisante par rapport aux ambitions qu'on se donne. Par contre, on ne gère pas opérationnellement le quotidien de la coordination de toutes les équipes ministérielles, ça c'est vraiment le rôle du délégué. Donc on vérifie que, quelque part, la coordination mise en place par le délégué, elle permet de faire la part qui nous incombe en matière de rénovation énergétique dans la baisse globale des émissions, que les moyens, du coup, quels sont les moyens suffisants. On vérifie qu'en termes de prospective, je dirais tous les ingrédients sont là, ils sont cohérents, de façon à sécuriser cette trajectoire-là. Donc, pour répondre à votre question sur l'articulation. Ensuite, c'est ça qui nous amène, du coup, à définir aussi quelques ordres de grandeur et chiffrage en termes de baisse d'émissions. Donc j'en reviens du coup à ce qui est notre objectif de moins 50%. Quand on le répartit par secteur, en fait, la marche est extrêmement haute dans chacun de ces secteurs-là. Et effectivement, quand on répartit l'effort, on aboutit en tout cas à un objectif de se dire qu'il faut que les émissions baissent au moins de 60% dans le bâtiment. Et donc ça, c'est ça où on retrouve du coup les 27 millions de tonnes de CO2 quand je suis spécifique sur la question du logement. Sachant que quand on parle de bâtiment, on parle pour 2/3 de logement et pour 1/3 de tertiaire. Et dans le tertiaire, il y en a la moitié qui est privée, la moitié qui est publique. Donc ce qu'on cherche enfin l'effort, en tout cas ça c'est important aussi politiquement, c'est l'effort de rénovation et de décarbonation des bâtiments. Il doit avoir la même intensité pour l'ensemble des secteurs, autant pour le tertiaire que pour le logement. Il ne s'agirait pas de faire porter au logement tout l'effort de la rénovation. Donc le tertiaire doit faire sa part et elle est au moins égale, mais peut-être légèrement supérieure à ce qu'on demande à nos ménages. Et l'intensité doit être élevée. Alors quand on regarde après les leviers, et ça c'est aussi la suite de vos questions, alors, la répartition qui a été donnée, ce que la FIC que vous avez mentionné là dans Libération, elle distingue, mais un petit peu artificiellement, ce qui relève strictement des chaudières fuel, des chaudières gaz, de la rénovation. En réalité, sur un logement donné, notamment quand on fait un changement de chaudière, on ne le fait pas seul et on l'accompagne souvent de gestes de rénovation, et donc les choses sont plus compliquées à démêler concrètement. Par contre, ce qui est assez clair, en tout cas dans ce qu'on envisage de faire, il y a un effort important sur retirer le vecteur fuel du chauffage. Et donc là, on a encore un assez grand nombre, je pourrais y revenir, de chaudières fuel à la fois dans le tertiaire et dans le logement. Donc il y a eu, sous le précédent gouvernement, du coup, une interdiction d'installation des nouvelles chaudières au fuel. Donc ça conduit à un rythme d'attrition régulier des chaudières. Après, il conduit ce rythme uniquement au niveau du renouvellement, conduit à garder encore beaucoup de chaudières fuel en 2030 dans le parc. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour essayer d'accélérer un peu ce mouvement-là. Je pense que l'objectif qu'on se vise, c'est de se dire qu'il faudrait que 75% des chaudières fuel actuellement en fonctionnement puissent être supprimées d'ici 2030. Et c'est ça le sous-jacent du chiffre qui avait été donné, donc de 9 millions de tonnes de CO2 par an réduites. Ensuite, après, le reste des émissions, c'est beaucoup le gaz naturel. Et donc là, il y a à la fois un travail sur l'efficacité énergétique de ces chaudières-là pour les remplacer. Il y a un travail aussi sur les substitutions avec des alternatives, à la fois des pompes à chaleur, mais aussi des pompes à chaleur qui peuvent être hybrides. On peut garder un peu de gaz pour pouvoir faire fonctionner ces pompes à chaleur-là. Ou alors de la bioénergie, de la biomasse, que ce soit du biogaz ou du bois de chauffage pour pouvoir les remplacer. Donc là, le constat que l'on fait, c'est que si on veut être à la hauteur des ambitions qu'on s'est fixées en matière de baisse de gaz à effet de serre, il faut que l'on réduise la quantité de gaz naturel consommé dans le chauffage. Donc c'est ça l'ordre de grandeur de millions de tonnes de CO2 qu'on a estimé. Et puis après, il y a un travail du coup qui est indispensable sur la rénovation. On ne peut pas se permettre uniquement de changer les vecteurs de chauffage. Pourquoi on ne peut pas se le permettre uniquement? Parce que d'un strict point de vue des émissions de gaz à effet de serre, on pourrait se dire c'est suffisant. Par contre, quand on fait le bouclage en consommation d'énergie globale et qu'on le met en regard de nos moyens, de notre énergie disponible
parce qu'on veut aussi gagner en souveraineté, on voit qu'on n'est pas en capacité de pouvoir satisfaire tous les besoins si on n'a pas par ailleurs un effort important en matière de rénovation énergétique. Et donc aujourd'hui, on a des rénovations qui sont, je dirais, majoritairement de changement de chauffage et de gestes simples et minoritairement de rénovation performante. Et donc là, notre philosophie est de dire qu'il faut augmenter significativement la part des rénovations performantes. On pourra revenir sur les leviers pour pouvoir y parvenir. Un geste de changement de chaudière, seul, si c'est dans une passoire, il ne doit pas être possible, il doit être accompagné systématiquement d'une rénovation. Par contre, on pense pour l'efficacité, vis-à-vis du rythme, la rénovation lourde, c'est un rythme de mise en place qui doit significativement augmenter, mais qui ne va pas tout d'un coup concerner l'intégralité du parc de logement du jour au lendemain, parce que c'est des travaux très significatifs. Et donc pour pouvoir atteindre notre objectif 2030, on se dit qu'il est important pour les logements qui sont d'ores et déjà raisonnablement isolés, donc si je simplifie les étiquettes A à D, on peut se permettre du coup de changer plus vite uniquement le chauffage sans faire la rénovation performante. Et donc en cumulant un premier plan d'action qui est de dire sur les logements qui sont A à D, changer les chauffages rapidement, plus de la rénovation qui est la plus performante possible sur le reste, c'est comme ça qu'on arrive à documenter, en tout cas à réorienter l'effort de rénovation de nos logements. Et donc ça suppose derrière de faire évoluer un certain nombre de dispositifs, donc notamment de faire évoluer MaPrimeRénov', de monter en puissance sur les outils du type le pré-avance rénovation ou le pré-avance mutation. Ça suppose aussi d'avoir un accompagnement du coup personnalisé d'un certain nombre de concitoyens. Donc là, c'est l'accompagnateur Rénov' sur lequel je pourrais revenir si vous le souhaitez. Ça suppose aussi d'avoir une filière qui fonctionne. Donc là, on a des enjeux de filière et c'est aussi des choses qu'on regarde au titre de la planification qui sont assez majeures. Je dirais il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Donc on a un besoin du coup notamment de personnes formées et puis de salariés qui est très important. C'est des métiers qui sont d'ores et déjà en tension. Et donc là, pour arriver à tout faire, à la fois pour les logements mais aussi pour le tertiaire, il nous faudrait former 200 000 personnes de plus. C'est ça l'ordre de grandeur. Et donc ça, c'est un vrai défi. Il y a par ailleurs du coup probablement une réorganisation d'un certain nombre d'acteurs qui sont très présents uniquement sur le neuf et qui doivent du coup progressivement basculer un peu plus sur les activités de rénovation. La bonne nouvelle pour le secteur, c'est quand même que ça veut dire globalement plus de chiffre d'affaires pour le secteur demain en termes de parce que l'ampleur de la rénovation est très importante et donc c'est plutôt une perspective assez positive pour ce secteur-là, même si les défis à relever sont très nombreux. Voilà peut-être en propos, premier propos rapide, et puis après je suis à votre disposition bien sûr pour compléter sur les différents points. Merci beaucoup déjà pour ce propos introductif précis et je laisse la parole à notre rapporteur. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Secrétaire Général pour vos premières explications. Moi, je voulais peut-être revenir sur ce que vous avez déjà un petit peu dit, mais c'est vrai que la vraie question sur laquelle on peut en tout cas réfléchir et se poser, c'est sur l'aspect justement, l'objectif de réduction des émissions de carbone, qui effectivement peut être un objectif qu'on peut atteindre si on va dans l'absolu et qu'on change l'ensemble des chaudières par des pompes à chaleur, enfin en gros qu'on passe en électrique et qu'on estime que l'électrique est une énergie non carbonée, du coup on y arrive quoi. Enfin, on n'a pas forcément l'obligation de faire autre chose. Et sauf que on bute à d'autres objectifs effectivement sur la rénovation thermique globale et énergétique des bâtiments, à la fois en matière de confort, de santé, enfin d'autres aspects, et puis surtout de réduction aussi et de sobriété, puisque c'est quand même un des éléments, notamment que le président de la République a annoncé, sur la question de la sobriété, quelle que soit l'énergie, en tout cas de diminuer nos consommations. Et donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur comment atteindre cette trajectoire sans justement avoir une dérive qui soit justement uniquement par un seul geste, et notamment le changement de chaudière, sachant que quand on change une chaudière, que ce soit fuel, gaz ou autre, et qu'on n'a pas de réflexion globale sur le bâtiment et qu'on ne travaille pas sur la rénovation, c'est vrai qu'on va avoir les mêmes puissances de chaudière qui du coup seront en total décalage avec ce qu'il faudrait si on isolait ce bâtiment. Donc voilà, moi je voulais avoir peut-être plus de précision en fait sur comment vous voyez en tout cas le fait qu'on puisse mener de front ces deux objectifs. Parce que je pense que c'est vraiment ça qu'il
faut faire, quoi, en tout cas, sur travailler sur l'ensemble. Beaucoup des intervenants qu'on a pu auditionner nous ont plutôt dit que des doutes en tout cas sur juste l'intervention par un seul geste, et de dire qu'il faut vraiment se concentrer sur une rénovation globale. Alors après il y a la question comment on le fait, comment on y arrive, et c'est vrai que ce soit le Haut Conseil pour Climat, France Énergie et ça sont vraiment sur cette vision-là. Donc je voulais voir un petit peu, soit vous, quel était votre aspect. C'est vrai que Julien de Normandie, à l'inverse, nous disait qu'il fallait quand même garder la rénovation par geste parce que c'était aussi une porte d'entrée et que du coup le fait de faire un geste pouvait amener à d'autres, etc. Moi, ce qui me semble quand même, c'est que quel que soit le nombre de gestes, c'est qu'il faut qu'il y ait une étude complète et qu'il y ait une visibilité, un accompagnement en termes d'ingénierie sur ce qu'on doit faire sur le bâtiment et sur les priorités. Mais du coup, quelle est votre vision sur cet aspect-là ? J'avais une autre question sur l'intégration et est-ce que vous avez des réflexions sur le confort d'été ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été on va dire un peu mis de côté, en tout cas sur la réflexion sur la rénovation thermique des logements, et alors qu'on voit que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus problématique, en tout cas sur le confort dans les bâtiments, mais qui va avoir aussi une implication énergétique, parce que ça veut dire que de la même manière, si on règle la problématique avec des climatiseurs et de la climatisation, de la même manière, on va augmenter notre consommation énergétique. Alors même si c'est de l'électrique, voilà, mais on retombe dans les mêmes problématiques. Et c'est vrai qu'on voit par exemple dans le DPE que cet aspect-là, en tout cas du confort d'été, n'est pas intégré. Donc avoir aussi votre avis là-dessus. Et puis en lien, et c'est vrai que sur le confort d'été, on s'aperçoit que c'est plutôt vers des matériaux biosourcés, sur lesquels à la fois qui ont de l'inertie, etc., et qui peuvent répondre justement à ces problématiques de confort d'été. Et donc aussi sur cette question-là, et vous en avez un petit peu parlé, sur les questions de filière, parce que bon, il y a la filière, on va dire classique, effectivement, là, sur toute la formation, mais il y a aussi quelque chose que je trouve plutôt intéressant et en lien avec les territoires, c'est des nouvelles filières, en tout cas sur la production de matériaux biosourcés, et puis derrière, tout ce qui est formation, accompagnement des entreprises et des artisans pour mettre en place ces nouveaux matériaux. Une dernière question sur plusieurs des intervenants aussi, et ça va avec la planification, sur une loi de programmation. Donc beaucoup nous ont plutôt dit qu'il fallait aller vers une loi de programmation et que c'était vraiment nécessaire d'avoir cette visibilité-là. Donc avoir votre avis sur cette question. Et puis un dernier point sur, vous en avez parlé aussi, sur le gaz et les chaudières gaz. C'est vrai qu'on peut avoir effectivement ce réflexe de dire on arrête le fioul, on arrête le gaz, puisque ce sont des énergies carbonées. Puis après, il y a des spécificités locales, notamment avec la méthanisation, le fait qu'il y ait des réseaux de gaz qui puissent exister et donc qui puissent être intéressants. Et c'est vrai qu'est venue aussi du coup l'idée, notamment en termes d'aide et d'orientation, qui puissent être des orientations et des aides du coup plus ciblées en fonction des territoires, c'est-à-dire en fonction des spécificités des territoires et de la production d'énergie en fonction de chaque territoire. C'est vrai que là, par exemple, où on a des unités de méthanisation qui a un réseau de gaz, c'est un petit peu dommage du coup de ne pas utiliser ce mode d'énergie. Donc voilà, voir un peu aussi votre vision par rapport à ça. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je reprends les différents points. Donc le premier, je vous confirme, c'était aussi ce que je vous disais en introduction, qu'on n'est clairement pas sur une stratégie qui serait uniquement limitée au changement de chaudière de façon à pouvoir atteindre nos objectifs. Comme vous l'avez dit, le sujet de la sobriété en comportement, déjà, elle est importante comme étant la première étape. Et puis de toute façon, quand on tire le trait de ce que voudrait dire du coup uniquement changer les chaudières, on voit bien qu'à la fois en termes de quantité d'électricité consommée, en matière de biomasse, parce que si l'alternative, ça peut être le bois ou le biogaz, du coup, on n'a pas des ressources suffisantes pour pouvoir faire les choses correctement. Sur l'électricité, on pourrait avoir des sujets de pointe qui pourraient apparaître, etc. Donc on a un impératif, du coup, qui est de combiner rénovation et puis changement de vecteur. Et ça, je pense que ça fait absolument, en tout cas pour nous, pas du tout de débat. Après, du coup, en méthode, on est totalement aligné avec le fait de se dire il faut privilégier la rénovation performante. Par contre, on pense qu'il faut être crédible et réaliste sur notre capacité à pouvoir monter cette rénovation performante. Donc ça se fait à des moments de vie du bâtiment. Une réno lourde et performante,
quand les gens vivent dedans est souvent plus compliqué. Donc il y a un moment naturel, entre guillemets, qui est le moment de cession ou de réaménagement pour pouvoir le faire. Et donc quand on fait des projections sur ce que cela veut dire concrètement, on voit que là on est bien en deçà de ce qu'on devrait faire en termes de rénovation performante. Et donc du coup c'est ça les efforts principaux que l'on va faire sur comment est-ce que, via l'accompagnateur individuel notamment, on va beaucoup plus sur des rénovations performantes, comment est-ce qu'on augmente aussi un certain nombre d'aides, MaPrimeRénov', mais aussi le prêt avance mutation pour pouvoir les financer. Et donc du coup ça, il faut qu'on mette en place cette montée en puissance de la rénovation performante. Après, ce que notre analyse aussi, c'est que même en poussant les curseurs au maximum, c'est insuffisant pour pouvoir atteindre l'ampleur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui est nécessaire à l'horizon 2030, d'où ce complément d'action du coup qui est de dire on continue encore le geste de changer de chaudière qui peut s'accompagner d'ailleurs d'un ou deux gestes complémentaires, mais par contre on les cible sur les logements qui sont d'ores et déjà les plus performants. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un logement qui est étiquette ABCD, du coup il peut s'améliorer s'il est C ou D parce que du coup on peut faire mieux. Pour autant, ça n'est pas une passoire et c'est quand même raisonnablement isolé à ce stade. Tous ceux qui sont comme ça et qui se chauffent 100% gaz naturel ou même au fioul, ça peut exister. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut maintenir le geste de changement de chaudière pour pouvoir gagner rapidement en baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est le cumul de ces deux approches-là que l'on doit mettre en œuvre. Donc ça, MaPrimeRénov', c'est un bon outil pour ça parce qu'il permet de financer les deux. Par contre, ce qu'on voit, c'est que MaPrimeRénov', c'est un guichet ouvert. Donc, ce qu'il faut, c'est faire de l'aller vers, aller voir les gens ceux qui sont dans les passoires, ceux qui sont dans ces étiquettes du coup moins performantes, pour les engager dans ce parcours de rénovation et en leur proposant d'entrée de jeu ce qui est une réno performante et puis en essayant ensuite de les amener dans un parcours de travaux. Donc c'est ça la stratégie qu'on essaye de déployer et ça va nous amener à proposer dans les prochaines semaines ou mois des évolutions du coup notamment pour pouvoir intensifier les rénovations performantes. Sur la partie, et donc derrière aussi, sur la partie confort d'été, je vous rejoins tout à fait sur le fait de se dire que c'est un élément important, notamment dans notre logique d'adaptation au changement climatique, puisqu'on est face à des températures plus significatives, des périodes de sécheresse, etc. Donc dans le neuf, c'était bien intégré dans la RE 2020. Et dans la réno, on a bien aussi pour objectif d'intégrer aussi ces éléments de confort d'été dans les diagnostics des logements et donc aussi dans les parcours de travaux et de l'intégrer dans la notion de réno performante aussi. Sur la partie des filières et des matériaux, donc il y a, donc je le disais tout à l'heure, donc un enjeu de structuration de filière qui est très fort. Il y a un enjeu aussi effectivement de développer le biosourcé, ça je le partage totalement, notamment des éléments aussi de construction bois. Ça pose des questions qui vont bien plus loin aussi sur quelle est notre ressource en biomasse, comment est-ce qu'on monte les filières amont, qu'elles soient agricoles pour un certain nombre de produits, chanvre, etc., pour des isolants, ou qu'elles soient filières bois, et donc comment est-ce qu'on sort notre bois français, qu'on le fait dans des scieries qui sont sur notre territoire et qu'on a l'intégration de la filière aussi de façon à pouvoir augmenter le taux de bois dans notre construction. Donc ça, c'est une réflexion que l'on mène aussi, qui est très liée à l'autre chantier que celui de la forêt notamment, et sur lequel je pense que là, on a clairement des marges d'amélioration, puisque pour l'instant, on incorpore relativement peu de matériaux biosourcés dans nos constructions. Donc je partage et l'importance du sujet, parce que c'est par ailleurs un moyen de faire du stockage carbone, du puits de carbone, de mettre du bois dans nos constructions, et le fait qu'on a des améliorations à faire dans ce secteur. Sur la notion, du coup, tout ce qu'on se dit là, c'est des transformations qui sont en réalité très profondes, à la fois en termes de travaux chez les gens, de filières économiques qui évoluent, de montée en puissance. Donc la notion de programmation, elle est indispensable, elle est double, je dirais, enfin même triple. Elle est donner de la visibilité sur ce que sont les trajectoires physiques, le nombre d'innovations, qu'est-ce qu'on cherche à mobiliser pour que les acteurs puissent s'organiser. Elle est financière, puisque derrière, du coup, il y a de l'investissement à mettre qui est en ordre de grandeur très élevé. Je ne parle pas nécessairement que d'investissement public, il y a beaucoup d'investissement privé qui est nécessaire du coup, dans cette économie-là, je pourrais y revenir. Et puis cette programmation, elle est aussi en matière de matériaux et de filières industrielles. Donc là, on a parlé
Vous avez parlé de matériaux biosourcés. On pourrait évoquer aussi le sujet de la filière industrielle, par exemple de la pompe à chaleur. Aujourd'hui, on a des acteurs en France du coup qui en construisent, enfin, qui les assemblent plus précisément. Un certain nombre de composants sont produits beaucoup en Chine, donc il y a un sujet aussi d'arriver à développer cette filière-là. Et donc on a à cœur dans cette programmation de la montée en puissance de donner des signaux, à la fois de donner des signaux clairs et en anticipation à ces acteurs industriels qui produisent les chaudières, mais aussi de laisser le temps nécessaire pour qu'ils puissent monter en puissance et que l'effet de notre politique au premier ordre, ça ne soit pas juste un afflux de chaudières qui seraient produites notamment dans des pays asiatiques. Donc c'est ça, toutes ces contraintes qu'on cherche à combiner pour avoir cette transition efficace. Alors, est-ce qu'il faut une loi de programmation ou quel est le support et quel est le vecteur de cette programmation? Je ne sais pas vous répondre précisément sur quel est le bon vecteur. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut que cette programmation, qu'elle soit sur la table, qu'elle soit explicite, qu'elle soit discutée, qu'elle soit partagée. Et après, il y a plusieurs façons de pouvoir l'acter en termes de support et de vecteur. Sur la question du coup du gaz et du fuel, je vous rejoins totalement sur le fait de se dire qu'il y a beaucoup de cas particuliers, et donc notamment quand on a mis en place l'interdiction d'installation de nouvelles chaudières au fioul, le texte prévoit que dans des cas particuliers, parce qu'on est dans une zone du coup qui est non raccordée au gaz et par ailleurs qui est en bout de réseau électrique sur lequel on a des problèmes de puissance et donc il n'y a pas vraiment d'alternative, il puisse y avoir des dérogations qui soient très ciblées pour tenir compte des cas particuliers. Donc ça, il faut qu'on continue à avoir cette approche très pragmatique parce qu'il y a des cas, c'est possible dans 95% des cas, il y a quelques cas où ça reste difficile, il faut qu'on mette personne dans une impasse. Sur la question du coup du gaz, du biogaz, etc., j'insiste sur un point qui me semble important, et là du coup je dézoome un peu uniquement du logement, qui est que le biogaz notamment repose du coup sur notre capacité à mobiliser de la biomasse pour pouvoir le produire. Et donc quand on fait le pied de colonne, qu'on additionne tous les besoins en bioénergie qui sont dans l'industrie, dans le transport, dans le chauffage, pour pouvoir décarboner massivement, substituer les énergies fossiles, on voit qu'on a un besoin, si on veut le substituer en grande partie par des bioénergies, on a un vrai sujet de disponibilité de cette ressource. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, et ça c'est aussi une des missions de la planification, c'est de remplacer une dépendance, qui est celle aux énergies fossiles que l'on importe, par une autre dépendance, qui serait celle de la biomasse que l'on importe d'autres pays. Et donc il ne faut pas qu'on ait un modèle qui reporte massivement sur les importations de biomasse pour produire les bioénergies. Donc ça nous renvoie sur la capacité, sur l'organisation à la fois de notre gestion forestière, mais aussi de nos terres agricoles, mais aussi d'un certain nombre de récupération aussi de flux de déchets de biomasse, etc., de façon à pouvoir alimenter nos moyens de production. Et ils ne sont pas uniquement, d'ailleurs, la biomasse, ce n'est pas uniquement l'énergie, c'est aussi la construction, c'est aussi l'alimentation, c'est aussi plein de choses. Et donc, il faut arriver à concilier dans un écosystème global où le choc du changement climatique, les hausses de température, les sécheresses plus fréquentes, vont globalement réduire les rendements de production de matières agricoles et de nos forêts. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais la forêt, depuis 10 ans, pousse beaucoup moins vite qu'avant et il y a une mortalité bien supérieure. Et donc, du coup, mais l'ordre de grandeur, c'est on a 2 fois moins de production de bois de nos forêts en 2020 qu'on en avait en 2010. Et là, je parle de la croissance naturelle des arbres nette de la mortalité. Et donc, tout ce petit développement me conduit à se dire, c'est qu'il faut qu'on soit très vigilant aux usages que l'on fait de la biomasse et des bioénergies. Et l'analyse qu'on en fait, c'est qu'on n'a pas suffisamment de biomasse produite en France aujourd'hui pour satisfaire à l'ensemble des usages. Et donc, il va falloir qu'on priorise un certain nombre d'usages, là où ce n'est pas substituable. Il y a notamment un certain nombre d'enjeux industriels sur lesquels on ne sait pas substituer le gaz et sur lesquels il faut privilégier le biogaz. Il y a un certain nombre de sujets en matière de territoire insulaire ou de mobilité sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Et donc, on ne peut pas dire, dès qu'on a du biogaz, la bonne solution, c'est forcément de l'injecter dans le réseau et puis de l'utiliser pour le chauffage ou pour la cuisson. C'est probablement, du coup, il y en aura, et donc, du coup, une partie du biogaz sera destinée à ça. Par contre, on ne peut pas massivement, du coup, verdir le réseau de gaz de cette façon-là. Voilà, du coup, quelques éléments de réponse. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire général, je souhaiterais avoir votre avis sur le fait s'il n'y aurait pas trop de normes, de labels en matière de rénovation énergétique et qui pourraient
j'allais dire, nuire à l'efficience des politiques publiques dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a effectivement... Alors, au niveau des labels, etc., on n'a pas tant de labels non plus que cela sur la partie de construction. Alors je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je pense qu'en point de vue de construction neuve, les choses sont extrêmement encadrées. Donc là, par ailleurs, les choses ont évolué, la RE 2020, et donc il y a un vrai sujet sur la mise en œuvre de cette réglementation-là, et notamment de pouvoir aussi, dans une période par ailleurs d'inflation sur les matériaux de construction, d'arriver à modérer du coup le coût de la construction, et c'est un des sujets de préoccupation, donc on regarde ça avec attention. Après, là, ce dont on se parle beaucoup, c'est la rénovation. Sur la rénovation, du coup, on a quand même beaucoup moins de normes et de labels. Je pense qu'au contraire, on a besoin, et c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le secteur de la rénovation, c'est que moi, en tant que particulier, comment est-ce que j'ai la garantie que quand je fais appel à des artisans, du coup, la qualité des travaux sera là, et donc du coup la performance derrière en termes d'efficacité énergétique sera suffisante. Et je pense qu'il y a une partie de la difficulté de la montée en puissance de la rénovation est liée à cette incertitude-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent très bien, on a un tissu d'artisans qui est très performant, très efficace, etc. Et puis un nombre de contre-performances importants, et c'est très difficile de s'y repérer. Et puis on est en plus sur des sujets où c'est difficile, quand j'habite dans mon logement, d'en mesurer immédiatement l'efficacité. Et donc ça, il faut qu'on arrive à s'améliorer. Je ne suis pas sûr que ça passe pas par plus de normes ou plus de labels, donc il ne faut pas en rajouter du coup à ce qui est là. Par contre, ça passe probablement par du coup une exigence de qualité un peu plus forte sur les labels existants. Je prends la RGE par exemple, et donc la façon dont on mesure la qualité des travaux des artisans qui sont labellisés RGE, la façon dont on forme aussi notamment les 200 000 nouvelles personnes qui doivent arriver dans le secteur pour atteindre nos objectifs. Et puis ça doit passer aussi par probablement de faire un meilleur lien entre la mesure de nos consommations d'énergie dans nos logements et puis les travaux qui ont pu être effectués. On a maintenant, avec les compteurs qui ont été déployés, des moyens de connaître un peu mieux cette performance-là, de faire un peu mieux le lien entre les deux. Et ça doit permettre du coup d'arriver à mieux mesurer l'efficacité des opérations de travaux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui manque. Donc je ne pense pas que du coup le secteur de la rénovation soit bloqué par trop de normes ou de labels. Je le distingue un peu du secteur du neuf qui est lui beaucoup plus encadré, mais je pense que du coup on a quand même pris globalement un bon chemin. Maintenant les acteurs sont plutôt à l'aise avec les évolutions de la RE 2020 qui ont été pas mal retravaillées. Donc moi en tout cas je ne rechangerai pas maintenant au stade où on en est. Par contre il faut qu'on arrive à monter en qualité sur la rénovation. Une question de Franck Montaugé. J'aurais voulu savoir, parce que je ne l'ai pas trouvé sur le site internet du gouvernement concerné, j'aurais voulu savoir comment s'organise le management de l'action au niveau du secrétariat général, sachant qu'en propre, vous n'avez la main directement sur rien, sur aucun secteur. Vous dépendez en fait de l'ensemble des ministères qui déclinent cette politique générale dans leur propre domaine. Est-ce que vous avez donc, par enjeu thématique, voire par chantier, des objectifs planifiés dans le temps? Si oui, peut-on y avoir accès? Parce que ça permettra d'y voir plus clair sur l'avancée et en même temps l'efficacité des politiques publiques qui sont menées dans les différents secteurs. Donc ça, c'est ma question globale générale. Et de manière complémentaire, il y a un domaine qui touche en particulier à la rénovation énergétique de l'habitat, des logements, c'est celui de l'accès à la finance, aux moyens financiers. Vous l'avez identifié comme un des secteurs devant être travaillé. J'ai lu que c'était en cours, peut-être que depuis les choses ont avancé. Où en êtes-vous sur ce point en particulier? Comme sur le point qui est indiqué aussi, qui concerne les sols. Alors c'est un peu en marge de la commission d'enquête,
Les sols, ça peut concerner ou avoir évidemment des rapports avec l'habitat. On pense aux ânes, des choses comme ça. On pense aussi à l'agriculture. Voilà, si vous pouvez nous dire aussi quelques mots là-dessus, ça m'intéresserait. Merci. Merci, M. le sénateur. Alors, quelques éléments de réponse. Donc, le secrétaire général, il est placé aux côtés de la Première ministre. Donc, du coup, et moi, j'ai une double casquette, qui est à la fois au secrétaire général et puis aussi au cabinet de la Première ministre. Donc, on a un rôle, je dirais, d'ensemblier et d'aiguillon. C'est-à-dire que on ne fait pas la place des ministères sur les politiques publiques. Par contre, on est chargé de s'assurer que ce qui a été mis sur la table en termes de levier concret d'action est suffisant pour atteindre nos objectifs, est suffisamment crédible. On a un gros travail de se dire, est-ce que l'objectif qu'on se fixe et les étapes année par année, est-ce qu'elles sont réalistes ou pas, et comment est-ce qu'on met aussi en cohérence l'ensemble des différents sujets. On voit par exemple que les équipes qui pouvaient être en charge du coup de préparer la stratégie nationale bas carbone avaient parfois des hypothèses des paramètres qui étaient très optimistes, par exemple en matière de déplacement, alors que la direction qui était en charge de ces déplacements elle-même n'avait pas du tout les mêmes hypothèses dans ce qu'elle travaillait en termes de politique publique, et donc du coup il y avait des incohérences là-dessus. Et donc notre rôle, c'est de remettre ça, je dirais, droit, entre guillemets, et cohérent. Donc il y a la question de la crédibilité, il y a la cohérence de notre action, et puis il y a s'assurer que quand on met tout bout à bout, ça rentre dans les limites physiques. Et donc, est-ce qu'on a suffisamment d'électricité? Est-ce qu'on a suffisamment de biomasse? Et puis, ça veut dire quoi en termes de financement global? Et puis, en termes d'emploi de compétences, de formation, etc. Donc, on est les agrégateurs, quelque part, de cette matière qui est travaillée par les ministères. Donc, on ne se substitue absolument pas à eux. Mais pour vérifier que ça boucle, concrètement, à la fin. Donc, c'est ça, quelque part, notre mode d'action. Et on utilise... Donc, on a à la fois les outils classiques de gestion de l'interministériel, donc des réunions, la combinaison du SGPE et puis du cabinet fait qu'on a à la fois des réunions avec les services d'un côté, puis ensuite avec les cabinets, et puis autour de la Première ministre, il y a un certain nombre de réunions qui réunissent les ministres concernés pour pouvoir aussi politiquement décider des différentes orientations et qui vont donner lieu, notamment, et ça c'est ce qu'avait annoncé le président de la République au mois de juin, de mettre sur la table aussi le résultat de ces travaux-là, de façon à donner à voir du coup à ce que sont concrètement nos leviers d'action pour atteindre notre trajectoire de baisse de 50% du gaz à effet de serre en 2030. Merci, mais nous, je comprends la réponse que vous faites, je crois. Nous, en tant que législateurs, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, au regard des objectifs qui sont posés, et ma question c'est, le sont-ils clairement rendus publics, etc., où vous en êtes de l'action. Donc finalement, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer l'efficacité de l'action publique menée secteur par secteur, domaine par domaine, et y compris, évidemment, en rapport avec le sujet de la commission d'enquête. Est-ce que ces données-là, elles existent quelque part? Elles sont portées à la connaissance du public? Est-ce qu'on peut s'en emparer pour, nous en tout cas, en tant que législateurs, faire notre travail? Voilà, pas dans le but de critiquer, système, c'est pas ça le sujet, mais c'est de savoir où on en est, quoi. Voilà, donc c'est ça ma question. Très concrètement. Très concrètement. Voilà. Je suppose que vous faites des revues de processus, dans les entreprises ça s'appelle ça, que vous avez un système de management qui vous permet de mener l'action telle que vous l'avez décrite. Voilà. Est-ce que, en termes de résultats et d'avancée de l'action, on peut avoir accès à des choses qui nous concernent tous, quoi. Alors peut-être deux choses là-dessus. Donc, nous, les travaux, vu qu'on est un peu récent, les travaux qu'on a menés étaient beaucoup plus sur comment on documente les mesures nouvelles pour pouvoir faire de la prospective plutôt partant de ce qu'est la situation aujourd'hui pour arriver à l'objectif 2030. Donc on a un certain nombre de documents de travail qui existent, qui sont le statut des documents de travail, donc du coup avec aussi toutes les incertitudes qui sont encore liées aux différentes options, etc., que l'on peut prendre, et sur lesquels je pourrais vous transmettre un certain nombre d'éléments qui ne sont pas pour l'instant publics, parce que documents de travail avec pas mal d'hypothèses, mais qu'on souhaite rendre public et qu'on rendra public, du coup, je pense, courant du mois de juin. On peut, dans le cadre de la commission d'enquête, vous transmettre un certain nombre de ces éléments-là, du coup, qui sont du coup là, avec le côté non public de ces informations à ce stade-là. Et par contre, ces éléments-là, ils concernent beaucoup plus la façon du coup d'aller de la situation entre 2023 et 2030 pour atteindre nos objectifs, beaucoup plus que la revue et l'analyse du coup de l'historique et donc de ce qui a été fait par le passé. Donc on a vraiment concentré nos travaux sur comment on fait évoluer les choses. C'est ça le cœur de ce que l'on met.
Et donc oui, il y a besoin aussi de moyens financiers pour pouvoir, si j'en reviens du coup au sujet de la rénovation, pour pouvoir y arriver. Ces moyens financiers, ils sont... Alors, il y a plusieurs segments, c'est-à-dire dans les bâtiments, je prends le tertiaire privé, on considère du coup c'est 100% de l'investissement privé qui doit aller sur le tertiaire privé. On a le décret tertiaire qui existe, du coup, qui fixe des obligations à l'horizon 2030, notamment en termes de baisse de la consommation et de réduction de gaz à effet de serre. Et donc là, on n'a pas particulièrement d'argent public mobilisé. Le tertiaire public, 50% du coût du tertiaire. Là, on travaille beaucoup sur comment l'État lui-même, sur ses propres bâtiments, du coup, fait cette rénovation-là. Et donc là, ça veut dire une trajectoire d'investissement, ça veut dire amplifier ce qui a été fait aussi au cours des dernières années dans le cadre du plan de relance pour pouvoir rénover les bâtiments de l'État. On a aussi le tertiaire des collectivités. Donc là, le président de la République s'est exprimé sur notamment la rénovation des écoles. Et donc là, alors c'est le 9 mai, M. Béchu va du coup mettre sur la table aussi avec les collectivités un plan d'accélération de la rénovation du bâti scolaire qui mobilise pour partie notamment la Caisse des dépôts et ses financements pour pouvoir y arriver, qui mobilise aussi un accompagnement de l'État. Et puis après, sur la partie logement, donc là, on combine du coup les outils un peu classiques, mais qui sont à étendre. Donc on a à la fois une notion d'accompagnement des ménages avec MaPrimeRénov' en subvention, donc avec du coup un soutien plus important, et donc ça je pense qu'il faut d'ailleurs le renforcer sur les déciles les plus bas versus pour laisser personne dans la passe. On a un complément en C2E, mais ça je vous apprends rien, et donc notre analyse c'est qu'il y a une partie, il faudra probablement aller plus loin en mobilisant plus de C2E parce que c'est aussi une façon d'aider au financement du dispositif. Et puis après il y a tout le sujet du reste à charge. Et le reste à charge, du coup, on considère que là, le prêt avance, j'oublie toujours si c'est mutation ou rénovation à la fin, la façon dont on l'a appelé, mais concrètement, l'outil financier qui fait qu'on rembourse le capital qu'au moment de la cession du bien, de façon à pouvoir faire les travaux plus facilement. Pour l'instant, il est trop limité dans son ampleur parce qu'on l'a trop fortement conditionné uniquement à quelques déciles de population. Il faut qu'on l'élargisse pour qu'il puisse se déployer plus largement, et ça, c'est un outil qui est intéressant. Et puis après, il y a un certain nombre de ménages qui, du coup, peuvent supporter le reste à charge, notamment en l'adossant sur un certain nombre d'économies de factures qui ont pu être faites. Et donc tout le sujet derrière, moi ce que j'observe, c'est que notamment dans le secteur financier, on a une conjonction que je trouve assez intéressante entre des banques qui sont soumises à des obligations, notamment d'avoir des parts vertes dans leur bilan qui sont de plus en plus importantes, et donc du coup qui se disent mais quels sont les projets que je peux financer, et qui trouvent que dans la rénovation peut être un lieu intéressant d'investissement de leur part verte. Elle se heurte pour l'instant à des difficultés qui est que, au titre de la réglementation bancaire, il faut documenter extrêmement finement quelles ont été les réductions d'émissions. Et or, les banques, du coup, par les crédits immobiliers ou les crédits travaux, n'arrivent pas à avoir les informations suffisamment précises de quels sont les types de travaux qui ont été faits, les gains évités, etc. Et ont du mal à faire le lien, là je suis un peu technique, mais entre du coup la réduction d'émissions liées aux prêts qu'elles ont donnés pour pouvoir les mettre dans leur part verte de leur réglementation. Donc là, si on arrive à déverrouiller typiquement ce type-là, donc là, ça se joue beaucoup dans le type de données qu'on arrive à agréger, les compteurs, etc. On a probablement une opportunité que les banques aillent beaucoup plus massivement dans le financement des travaux de rénovation, par exemple. Ça, c'est assez intéressant comme angle. Et puis sur la question des sols que vous évoquiez, alors je n'ouvrirai pas totalement la discussion du ZAN ici aujourd'hui. Donc, non, mais néanmoins, on a un sujet, en fait, construction neuve qui est lié à l'occupation des sols. Je pense que tout ce qui est rénovation, plutôt d'un strict point de vue occupation des sols, très intéressante parce que du coup, ça permet de refaire la ville sur la ville, logement sur des zones qui sont déjà artificialisées, et donc on est en faveur du développement massif de cela. Après, il y a aussi de la construction neuve, et il continuera à y avoir de la construction neuve qui, du coup, artificialise. La question, c'est, notre conviction, c'est que les collectivités avaient d'ores et déjà engagé une trajectoire de baisse de l'artificialisation des territoires, et que quand on regarde, et ça c'est l'exercice, honnêtement, on n'est pas au bout du truc parce qu'il n'est pas facile à faire, l'ensemble des enjeux d'usage des sols. Donc je regarde les sujets de construction neuve, de réindustrialisation, de développement du photovoltaïque, de l'extension de la forêt, des maintien de la surface agricole utile, et qu'on met tous ces ingrédients-là pour regarder si ça rentre concrètement. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que d'un point de vue des surfaces au global, on pense que du coup on arrive à concilier tout cela.
Après, et c'est ça, c'est la difficulté de tout ce qu'on observe aujourd'hui, toute la question, c'est la bonne répartition géographique et la gestion locale du coup de ces enjeux-là. Donc ça rentre au global quand on regarde les surfaces au global. Après, c'est des questions qui sont extrêmement complexes, pris territoire par territoire, pour pouvoir avoir les bons ajustements. Et c'est ça qu'on a. Et donc là, du coup, c'est pas à l'État central de gérer cette chose-là. Et donc c'est là où, du coup, le rôle des communes, des EPCI, et puis, est absolument indispensable pour pouvoir avancer sur ça. Voilà quelques éléments de réponse. Oui. Merci pour la réponse. Je reviens quand même sur le ZAN et ses conséquences, si ce n'est potentiel, certainement réel. Dans ce sujet, en rapport avec le logement, en rapport avec l'habitat et le logement, va se poser très vite la question de l'accompagnement des collectivités, des particuliers, pour faire de la réutilisation de logements parfois très très anciens, inoccupés depuis des lustres, et permettre donc, malgré ces contraintes, de poursuivre l'accueil de populations, etc. C'est particulièrement vrai dans le rural, dans des cœurs de village, etc. Est-ce que ça fait partie des sujets que vous regardez en tant qu'agrégateur, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, des politiques publiques menées par ailleurs concrètement par les ministères concernés. Voilà. Et ça fait le lien avec la finance verte que vous avez évoqué précédemment. On peut trouver un lien entre les deux sujets. Voilà. Est-ce que c'est dans le scope de votre... Clairement, on prend comme point d'entrée le fait de se dire on doit satisfaire la demande de logement. Ça veut dire aussi plus de logements globalement. Un logement, ce n'est pas forcément une construction neuve, mais ça veut dire aussi réaménagement d'un certain nombre de bâtiments, de logements déjà existants, ou réduire la vacance dans un certain nombre de cas. Ça veut dire on regarde cet enjeu-là globalement parce qu'il est indispensable. Et donc on se dit le but, c'est de pouvoir satisfaire à ce besoin de logement. Et donc pour ça, on regarde comment on peut activer l'ensemble des leviers. Après, une fois que je dis ça, le raisonnement pour l'instant qu'on a eu, il est macro-national. Et en fait, la réalité du sujet, elle se regarde zone géographique par zone géographique. Notre sujet, c'est les problèmes d'offre de logement en zone tendue, plus que le problème du nombre de logements global en France. Et donc c'est là où on rentre dans une dimension territoriale qui est importante. Et là où on doit coupler, et c'est pas ça qui n'est pas facile à faire. Et là, pour le coup, c'est aussi... c'est beaucoup des choses qui sont des compétences qui sont entre les mains des collectivités locales. C'est qu'on a bien sûr un sujet de court terme d'offres disponibles, et puis on a un sujet de long terme d'aménagement d'urbanisme. D'un strict point de vue de développement du territoire, de revitaliser des villes moyennes pour pouvoir aussi avoir des lieux de vie qui se redensifient, sur lesquels on a du développement, etc., a un sens en termes d'aménagement du territoire, a un sens pour pouvoir répondre à un certain nombre des problématiques environnementales que l'on a aussi en matière de déplacement, en matière de qualité de vie, etc. Par contre, c'est clairement pas quelque chose qui va se faire non plus du jour au lendemain. Et donc on est sur du temps long, il faut qu'on arrive à lancer d'ores et déjà, c'est le sens d'action corps de ville, etc., ces programmes-là, de façon à préparer ce futur. Mais là, je suis plus sur du post-2030 pour avoir des effets extrêmement tangibles en volume. Merci. Oui, Daphné, raconte. Oui. La planification, en fait, elle peut être antinomique en fait, avec la mise à l'épreuve du terrain. Comment est-ce que vous travaillez pour pouvoir être au plus près des territoires et essayer de proposer en fait, dans les perspectives macro des choses qui soient réalistes et qui puissent être vraiment mises en place. Après, pour continuer la discussion sur le financement, en fait, les travaux de rénovation, on sait qu'ils sont sur une durée d'amortissement qui en général est plus longue que la moyenne, je veux dire, du turnover de vente de logements. Donc il y a effectivement ce dont vous parliez sur la valorisation verte, mais il y a aussi, à l'image du BRS, en fait, qu'il pourrait y avoir une question de transmission aussi de la charge, que ce soit pour la copro ou même pour d'autres sujets. Comment est-ce que on voit ça? Je voulais me poser une question aussi sur la question du réemploi et de la déconstruction, et donc qui pose pour le coup des questions assez assurantielles et de certification, et il faudrait peut-être essayer de débloquer ça. Et une de mes marottes sont sur les ALEC aussi.
voilà, alors il y en a peu en France, il y en a quand même 40, mais c'est des structures qui sont extrêmement performantes, qui vont vers ce dont on discute à chaque fois, c'est-à-dire une forme d'objectivation des diagnostics, c'est quand même extrêmement important pour que ce soit les particuliers ou les copros. Comment est-ce qu'on fait le lien avec les accompagnateurs Rénov' et comment est-ce qu'on arrive à faire... Donc là, on rentre dans le pragmatique, mais en même temps, ça permet aussi de répondre à des enjeux importants, notamment sur l'objectivation des solutions. Alors, sur le premier point, je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que le travail de planification qu'on a mené pour l'instant, on a cherché déjà à faire une première étape, qui n'est qu'une première étape, qui est de dire remettre en cohérence toutes les multiples briques dont on disposait pour regarder, arriver à en améliorer la crédibilité, la cohérence d'ensemble et avoir des trajectoires complètes pour donner la vision globale et ce que ça veut dire aussi, ce que je vous ai dit en matière de ressources, d'emploi, de financement, etc. Ce premier travail-là, je dirais, il a deux énormes caveats. Le premier, c'est que je ne suis pas en train de dire c'est ça la façon de faire et de la prescrire à tout le monde, parce que du coup, la réalité, c'est que du coup, ce qu'on essaye d'identifier, c'est il existe au moins un chemin possible qui est cohérent, et ensuite, il faut que chacun... Et ce n'est pas uniquement l'État qui le met en œuvre, il y a énormément de choses qui sont de la compétence des entreprises, des collectivités, des ménages, etc. Donc, il est presque plus illustratif pour se dire, voilà comment on pourrait faire. Et donc, du coup, il doit se nourrir d'un deuxième temps qui est à la fois avec les territoires. Et donc, du coup, on a d'ores et déjà commencé, on a plutôt travaillé pour l'instant avec l'association d'élus locaux pour commencer à rentrer dans ce sujet-là. Mais du coup, on est quelque part au tout début de cette phase 2 au niveau du secrétariat général en tout cas, et en étant très conscient que l'ensemble de ces collectivités ne nous ont bien sûr pas attendus pour commencer à travailler sur le sujet. Donc la question, c'est plutôt, et c'est comme ça qu'on prend le sujet, de nouer l'échange avec elles sur la base des travaux qu'elles ont engagés, du PCAET, du SRADET, etc., pour se dire, au regard de ce que nous, on voit comme étant les leviers importants qui ont le poids le plus efficace en matière de baisse de gaz à effet de serre, est-ce que finalement, ce qui a été engagé sur le territoire, est-ce que c'est aligné, pas aligné, et donc du coup, est-ce que l'ampleur des efforts à faire, on considère qu'ils sont suffisamment importants ou pas pour qu'on noue cette discussion. Et on va certainement arriver à la conclusion dans certains territoires que la vision générale moyenne nationale, elle doit être différenciée. Et donc peut-être que dans un territoire, on aura un effort plus important en matière de transport, moins important en matière de logement ou vice-versa, de façon à arriver au même résultat, et ça sera très bien ainsi. Donc cette discussion-là, je dirais, elle est encore largement devant nous, et donc c'est en ça qu'on n'en est qu'à une première étape. Et le même type de discussion est nécessaire aussi avec les filières industrielles, les filières économiques. On a commencé à l'avoir, c'est-à-dire dans l'article, la loi que vous aviez votée, climat et résilience, dans son fameux article 301, il y a des notions de contrats industriels et de filières industrielles. Donc ils ont travaillé, ils ont fait des propositions, on les a intégrées du coup dans les travaux qu'on a menés. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais voilà. Donc c'est cette discussion avec les filières, et au-delà des filières, sur l'engagement individuel de chaque entreprise pour contribuer à cette filière, il est indispensable. Sur votre question du financement, alors moi je crois beaucoup du coup au dispositif de pré-avance rénovation, pré-avance mutation, là, pour notamment regarder les successions. C'est-à-dire que je suis propriétaire de mon logement, peut-être que j'ai prévu de le vendre au bout de 5 ou 6 ans, je peux quand même engager des travaux, je ne paierai que des intérêts pendant la période où je vis dedans. Au moment de la cession du bien, au moment où je cède mon bien, je rembourse le principal, et quelque part du coup c'est l'acheteur qui reprend, en achetant son bien directement, qui reprend l'intégralité des travaux, et on continue ainsi. Je pense que ça c'est une façon de faire qui est assez intéressante, qui ne résout pas forcément tout, mais du coup qui permet quand même de faciliter un certain nombre de travaux, et qu'il faut absolument qu'on promeuve. Après, en copropriété, c'est un peu différent. C'est pour ça aussi qu'il y a eu les évolutions récentes, mais que vous aviez aussi, qui a été dans la loi climat et résilience, qui est le fonds travaux aussi pour mutualiser. Mise en place dans les copropriétés d'un fonds qui est abondé sur la base du plan pluriannuel de travaux qui est mis dans la copro, et puis qui est abondé régulièrement pour pouvoir faciliter le déclenchement des travaux et le vote des travaux du coup en AG. Là, pareil, il y a énormément de facteurs qui font qu'in fine on prend une décision de travaux, mais c'est un point positif qui permet quand même d'améliorer les choses. Sur les sujets de réemploi et assurantiel, je vous avoue que du coup, alors, en matière du coup, en fait, on a un enjeu plus général du coup des économies circulaires dans le secteur du BTP, et donc là,
moi je crois beaucoup du coup, elle n'est pas facile à faire, mais la mise en place de la filière REP qu'on a mise en place aussi pour pouvoir avoir du réusage de matériaux. Alors elle n'est pas simple, ça nécessite des flux physiques qui sont nouveaux, ça change un peu le jeu d'acteurs, etc. Mais je pense qu'on va dans le bon sens. Je vous avoue ne pas être totalement au clair sur le sujet assurantiel qui est lié, mais je regarderai ce point-là et on pourra rééchanger là-dessus. C'est assez simple, c'est-à-dire que vous déconstruisez un bâtiment, vous démontez des fenêtres. Si vous le réemployez pour un autre, en fait, en termes de décennale, de garantie, en fait, on n'a pas de... À l'heure actuelle, ça n'existe pas ou très peu, quoi. Donc, il y a des freins. Donc ça, il faut effectivement qu'on travaille là-dessus. Et puis après, alors, le dernier point qui... je ne l'ai pas du tout évoqué pour l'instant et il est important, est de se dire quel est le tissu d'accompagnateurs concrets pour pouvoir accompagner nos ménages. Donc, moi, je distingue quand même deux choses, enfin 3 choses même. Il y a tout le réseau des guichets physiques qui sont présents sur les territoires. Donc, nous, on pousse beaucoup le développement du réseau France Rénov qui fusionne du coup toutes les entités qu'on avait avant pour pouvoir le densifier, pour pouvoir... Donc, l'objectif, c'est que dans chaque EPCI, on ait un point de contact physique globalement, si je devais résumer les choses. Et donc ça, c'est un axe important. Après, un guichet comme ça n'a pas nécessairement toutes les compétences pour un accompagnement personnalisé de qualité, puisqu'il faut pouvoir faire le diagnostic technique, la recommandation des travaux, etc. Par contre, il faut que ce guichet physique, il puisse renvoyer vers les accompagnateurs de qualité qui ont été certifiés, qui permettent du coup d'avoir un accompagnement ensuite qualifié. Donc il faut qu'on arrive à pousser les deux en même temps. Donc le guichet physique, quelque part, il est là autour d'aiguillage et puis il va renvoyer vers les différents acteurs. Il faut qu'on monte en volume, parce que là, on vient tout juste d'ouvrir le guichet de certification des accompagnateurs Rénov. Donc là, ça va monter en puissance tout au cours de l'année pour qu'au 1er janvier 2024, on ait un réseau suffisamment dense qui puisse être vraiment très opérationnel. Et puis, il y a à côté aussi les opérateurs de tiers financement et les structures qui existent et qui sont intéressantes et qui doivent continuer du coup à se déployer, parce que je trouve qu'ils ont pour le coup le package qui est à la fois qualité des travaux, solutions de financement, etc., qui est quand même intéressante, même si les volumes pour l'instant qui sortent sont encore un peu petits, donc on ne peut pas uniquement s'appuyer sur elles. Christine Lavarde. Ma question sera en réaction parce que j'ai pas pu entendre le début des propos, mais c'est en entendant parler d'assurance que ça m'a fait penser à un autre sujet un peu connexe, mais là qui concerne le secrétaire général de la planification écologique, puisque très récemment le ministère a publié une ordonnance sur le risque de retrait-gonflement des argiles, donc ça touche directement les maisons, et au terme de cette ordonnance, on pourrait arriver à avoir des fonds publics, du régime CatNat, qui seraient mis pour des montants considérables sur des maisons qui sont des passoires thermiques, avec une obligation d'utilisation par les sinistrés de ces fonds pour réparer les dommages, alors même qu'il pourrait être vraiment beaucoup plus judicieux pour ces sinistrés d'utiliser la somme, parce qu'on peut atteindre jusqu'à 150 000, 160 000 euros d'indemnité pour aller se loger ailleurs, ou carrément tout raser et reconstruire quelque chose qui soit à la fois performant d'un point de vue thermique et performant d'un point de vue du retrait-gonflement des argiles. Et ça, tel que le texte a été écrit, c'est pas possible. Donc comment est-ce que vous arrivez à concilier cette chose qui est un peu absurde, aussi bien d'un point de vue micro que d'un point de vue macro? Alors, effectivement, le sujet, donc retrait-gonflement d'argile, a sorti l'ordonnance récemment. Alors, moi, en tout cas, mon analyse que j'en avais, c'est que l'indemnisation que l'on donne, c'est stabilisation des sols. Donc, en gros, c'est des micropieux, etc., qu'on finance de façon à pouvoir stabiliser le sol. Moi, je n'ai pas connaissance là, mais je suis preneur de cas concrets là-dessus, de subventions qui seraient... Parce que même 100 000 euros, c'est pas totalement simple de se racheter totalement une maison pour 100 000 euros derrière. Et donc, du coup, moi, ma connaissance, les montants n'étaient pas suffisants en termes d'indemnisation pour pouvoir financer, du coup, totalement du changement d'habitation. On était vraiment sur la logique de comment je stabilise le sol, avec le truc qui est quand même intéressant en termes de stabilisation, qui est que micropieux, ça permet in fine de supprimer totalement le risque, puisqu'on a stabilisé le terrain. Et donc, on a aujourd'hui quasiment 10 millions de logements qui sont potentiellement en zone concernée par des retraits-gonflements d'argile. Et donc, au fur et à mesure de ces stabilisations, on les sort totalement du risque. Et donc, on résout progressivement le problème. Ça va mettre du temps parce que c'est un traitement en flux et donc tout ça va mettre plusieurs années. Voilà. Mais par contre,
Je reconnais bien volontiers que du coup, il n'y a pas forcément eu de lien qui a été fait totalement entre le sujet passoire et le sujet retrait-gonflement d'argile, et que ça, il faut probablement qu'on le regarde plus attentivement. Après, par contre, ma connaissance, on n'avait pas des subventions qui étaient de nature à pouvoir faire l'opération totalement de relongement, mais je suis prêt à regarder les cas s'il y en a quoi. Il y a un rapport du Sénat qui présente la chose, et nous, on avait recensé au moins 7 ou 10 cas d'indemnisation qui étaient supérieurs au coût moyen de construction d'une maison pris sur les données France récentes. Je prends le point. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos collègues, monsieur le rapporteur? Écoutez, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, pour cette audition. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci à vous.